D'accord, dans cet exercice-ci, qu'on va faire en exemple ensemble, euh, ça commence à se complexifier là. On a une boîte A qui se trouve sur une boîte B, qui se trouve sur le sol. On dit qu'il n'y a pas de frottement au sol, entre B et le sol, mais il y a des coefficients de frottement statiques et cinétiques entre A et B. Donc il y a un frottement là. 0.2, 0.4. Et là, qu'est-ce qu'on veut? On veut pousser ou tirer sur B. On veut exercer une force horizontale sur le bloc du bas sans que la boîte A ne glisse. Donc imaginez, c'est comme si, je sais pas, disons qu'on pousse une civière là, avec des roues, une personne couchée dessus, puis on veut pousser la civière assez fort, mais on veut pas que la personne glisse dessus. Par exemple. On pourrait imaginer, vous avez sûrement déjà vu un prof de physique se promener avec un petit chariot. Là, sur le chariot, s'il y a par exemple, je sais pas moi, une brosse à tableau, on ne veut pas que la brosse à tableau glisse vers l'arrière quand on pousse, vers l'arrière du chariot quand on pousse. Vous vous rappelez la première loi de Newton? L'objet qui est sur le dessus va avoir tendance à vouloir rester sur place quand on pousse l'objet qui est sur le dessous. Si vous voulez aller voir, là, il y avait le vidéo avec la voiture blanche, là, euh, qui était sur un camion rouge. C'est dans le vidéo sur la théorie de la dynamique, là, où je présente les lois de Newton. L'objet du haut, si je tire trop fort, l'objet du haut va rester en place. Un peu comme une nappe hein, sur une table. S'il y a un verre à vin qui est sur une nappe, puis qu'on tire la nappe très très vite, le verre à vin va rester sur place, si on est très agile. Ok, donc, on se comprend. On veut que A ne glisse pas sur la boîte B. Puis là, ben, il y a un bel exercice de mise en place à faire. Je vais dessiner le dessin en plus gros pour construire les équations. Pour appliquer la démarche de résolution, ici, on a deux objets, puis on va avoir des interactions entre les objets, des paires action-réaction. Donc, si vous me permettez, je commence avec les forces de gravité. J'applique la démarche de résolution, je fais un schéma, je mets toutes les forces qui agissent sur chacun des objets. On va faire un diagramme de force pour chacun des objets. Puis là, je commence avec l'objet A. Ça, c'est le normal qui agit sur l'objet A, causé par sa présence sur l'objet B. Et quand il y a une force sur A par B, la troisième loi de Newton nous dit qu'il y a une force sur B par A. Bon, on pourrait peut-être aller sur l'objet B un peu. Il y a sa force de gravité vers le bas. Force de gravité sur l'objet B. Ça, c'est causé par la Terre, hein, par l'attraction terrestre. C'est-à-dire que sur la Terre, au centre de la Terre, il y a une force de gravité sur la Terre par A et il y a une force de gravité sur la Terre par B. Mais on se demande rarement l'accélération de la Terre. Donc les forces qui sont sur la Terre, en général, on ne les inclut pas. D'accord? B repose sur le sol, donc il va y avoir une normale. Je vais la placer ici, disons. Peut-être que je la placerai moins lourde, là, moins longue. La normale qui est sur B par le sol. Ok, je crois qu'on a mis toutes les forces verticales. La force de poussée ici, bon, je l'avais mis en bleu. Disons que je l'avais mis en vert avec la flèche. D'accord, donc il y a une force appliquée sur l'objet B. Si je tire l'objet B vers la droite, qu'est-ce qui va avoir tendance à entraîner l'objet A vers la droite? Hmm? Qu'est-ce que s'il n'y en avait pas, l'objet A resterait sur place? Hein? Puis, qu'est-ce qui fait que A colle sur l'objet B puis est entraîné avec l'objet B? Hmm? C'est un frottement. Le frottement permet au bloc A
d'être entraîné vers la droite avec le bloc B. C'est un peu étrange de voir un frottement dans le sens du mouvement. Ici, on veut que la boîte ne glisse pas sans que la boîte ne glisse. Donc, on veut que le frottement soit adhérent. C'est un frottement statique qui agit sur A et il est causé par sa présence sur B, son contact avec B. Le frottement est une force de contact. Il agit sur les deux objets, sur A et sur B, dans des directions opposées. Moi, je tire l'objet B. Le frottement ne m'aidera pas. Le frottement s'oppose à moi. Le frottement, qui est aussi statique, causé sur B par A et vers la gauche, il s'oppose à moi qui veut tirer vers la droite. On pourrait imaginer que c'est quelqu'un qui tire avec une boîte ici ou qui tire avec une corde. Donc ça, c'est une des difficultés du problème. Bien placer les forces de frottement et les forces normales. Imaginez que l'objet B, c'est votre tête, puis que vous placez un objet A sur votre tête, un livre. Bien, la normale qui est sur le livre, vers le haut, s'oppose à son poids, la force de gravité sur le livre. Mais la paire action-réaction normale livre-tête agit sur vous, sur votre tête, la normale tête-livre. Ce sont ces deux-là qui sont égales. Et c'est comme ça que nous, on a l'impression de ressentir le poids du livre, parce que cette normale-là est égale au poids du livre, la normale sur le livre par la tête. OK, donc je reviens à mes blocs. S'il y avait un frottement au sol, on nous dit qu'il n'y en a pas, mais s'il y avait eu un frottement au sol, il serait vers l'arrière aussi, il s'oppose à moi qui veux tirer mon bloc B. Un frottement, si ça glisse, ce serait cinétique et il serait sur le bloc B par le sol. Un frottement sur A par B va dépendre de la normale sur A par B. Un frottement sur B par le sol va dépendre de la normale sur B par le sol. Les frottements vont avec les normales. D'accord? On s'en resservira tout à l'heure. Là, notre schéma est fini. On pourrait faire un diagramme de force en replaçant chacune des forces sur l'objet A, sur l'objet B. Je ne le ferai pas au long, les diagrammes de force, parce que, bon, ils sont assez simples, là. Peut-être que je devrais les faire. Faisons-les. Donc, sur le bloc A, il y a le frottement. Je respecte les couleurs, là, donc je n'écris pas les forces. Il y a la force de gravité vers le bas, ça c'est en bleu. Et il y a la normale vers le haut. Donc, si on écrit l'équation en X, somme de force égale masse fois accélération pour le bloc A, en X, on a seulement le frottement. Le frottement statique sur A par B égale la masse fois la masse de A fois l'accélération du bloc A. En Y, on va avoir la normale sur A par B moins mg avec la masse de A est égale à masse fois accélération en Y, celle-ci était en X, et l'accélération en Y est nulle. Donc ça, c'est pour l'objet 1. Pour chaque objet, on obtient une équation en X et une équation en Y. Si on analyse l'objet B, alors là, il y a un frottement qui est vers l'arrière. Il vaut autant de newtons que celui-ci, hein, sur A par B égale sur B par A, les paires action-réaction. On a la normale qui est sur B par A vers le bas. Et on a une normale sur B par le sol qui est en haut. Et on a une force de gravité qui est vers le bas. Et on a la force de tirer, là, nous qui exerçons une force vers l'avant. OK, ben on construit les équations avec ça. Si on écrit l'équation en Y, je pourrais dire que ça c'est X, l'équation est X pour l'objet A, en Y pour l'objet A. Donc en X pour l'objet B. On a la force F appliquée, moins le frottement qui est sur B par A. Remarquez que quand on travaille sur l'objet B, toutes les premières lettres, c'est B. Hein? Sur B par chacun des agents présents.
Il n'y a pas d'autre force en X, le frottement sur B par A. Et là, on va avoir la masse de B fois l'accélération de B en X. Alors qu'en Y, sur l'objet B, sommation des composantes Y des forces, il y a normale BS qui est positive, moins la normale BA, moins la force gravitationnelle de B, puis il n'y a pas d'accélération en Y. La normale AB, avec l'équation en Y sur A, nous dit que la normale AB vaut le poids de A, MA fois G. Puis on pourrait remplacer ça ici pour prouver que la normale de B au sol correspond aux deux poids. La normale au sol doit compenser les deux poids globalement. Ici, il n'y a pas de frottement au sol, donc on n'a pas besoin de la normale BS. D'accord? Donc on ne fera pas ça. On n'utilisera pas cette équation-là parce qu'il n'y a pas de frottement entre B et le sol. Donc, je vais copier-coller mes équations pour aller faire l'algèbre sur la prochaine diapo. Donc, je copie les équations sur le bloc A et je copie les équations, la seule que je vais utiliser sur le bloc B. Donc ici, on va avoir un petit jeu algébrique de 3 équations. D'accord? Et on cherche la force qu'on doit exercer, qu'on peut exercer, la plus grande force qu'on peut exercer sans que A ne glisse. Donc, on va vouloir se placer dans une position où A est sur le point de glisser. Donc, comme A est sur le point de glisser, si on pousse fort, on tire fort le bloc du bas, donc le bloc du haut est entraîné au maximum du frottement statique possible. Donc, ce frottement statique-ci va être maximal. Et le frottement statique max, lui, il égale mu S fois la normale. Vous vous rappelez, le frottement statique s'adapte. Il peut valoir 0. Si on ne pousse pas sur la boîte, il n'y aura pas de frottement statique pour entraîner le bloc du haut. Le bloc du haut est entraîné par frottement si on tire le bloc du bas. Si on ne tire pas le bloc du bas, il n'y aura pas besoin de frottement sur le bloc du haut pour l'accélérer. S'il n'y a pas d'accélération 0, on n'a pas besoin de frottement. Donc, notre frottement va être maximal et il est sur A par B. Donc, on va avoir besoin de la normale sur A par B. A, ici, l'équation 2, si on les numérote, l'équation 2 nous donne la normale sur A par B. Donc, avec l'équation 2, mu S fois la normale sur A par B, NAB, j'envoie de l'autre bord moins mg, ça devient plus mg. On a la masse de A fois G. Donc, on peut calculer le frottement statique max que le bloc A peut endurer ou soutenir avant de se mettre à glisser. D'accord, donc admettons qu'on aurait une masse de 5 kg pour le bloc A et de 10 kg pour le bloc B. J'avais omis de donner les masses. Donc, si on calcule avec la masse de A qui vaut 5 kg, 0.4 fois 5 fois 9.81, ça nous donne 2 fois 9.81, donc 19.62, pour la force de frottement maximale que le bloc A peut soutenir. Il est sur le bloc B, on tire le bloc B avec une force extérieure, et qu'est-ce qui entraîne A? Je le répète, s'il n'y avait pas de frottement, A resterait sur place, comme la voiture blanche dans la vidéo. C'est un gif animé là, qui illustrait l'inertie. Sur B par A et vers la gauche. Donc, le maximum de frottement que le bloc A peut endurer avant de se mettre à glisser est à 19.62. On pourrait dire qu'on l'amène presque au maximum à 19.61 ou 61,9999, qu'on arrondira à 19.62. D'accord? Donc, on cherche la force la plus grande qu'on peut exercer. Maintenant qu'on connaît le frottement maximal, le frottement maximal sur A par B est aussi égal au frottement maximal sur B par A.
mais on ne connaît pas l'accélération. Donc, on va prendre l'équation 1, puis avec le frottement statique max, divisé par la masse, on isole l'accélération, qui est l'accélération maximale d'adhérence. On suppose qu'on colle encore. On est tout juste sur le point, mais on est au maximum d'adhérence. Et donc, l'accélération du bloc A va être égale à l'accélération du bloc B parce qu'ils collent ensemble, ils sont en adhérence. Donc, avec notre 19,62 qu'on divise par 5, on obtient l'accélération maximale. 19,62 divisé par 5, ça donne à peu près 4. Je dirais 4,9, mais on va le calculer ensemble, ou en tout cas, vous pouvez le calculer. Et oups, c'est 3,92. Mais c'est aussi l'accélération de B, donc on va pouvoir la remplacer là. Et isoler F à partir de l'équation 3. La force appliquée, j'envoie le moins F sur B par A de l'autre bord, qui aussi est au maximum parce qu'il est égal à l'autre. Action-réaction. Le frottement sur A par B en module est égal au frottement sur B par A. Et là, je prends l'équation 3 ici, donc j'envoie le F de l'autre bord, il devient positif. Puis, il y a le MB fois l'accélération de B, qu'on connaît maintenant. Donc, on se retrouve avec 19,62, auquel on rajoute la masse de B qui était de 10, fois l'accélération de 3,92. Ça fait 39,2, 19,2, donc on est à peu près à 49, quelque chose newton. Donc, on le calcule. Vous pouvez le calculer de votre côté. Oh, 59. 58, 86 newton. Et voilà les étapes qu'on doit faire quand on cherche à analyser un problème comme ça. Dès que vous voyez deux objets en contact, posez-vous pas trop de questions. Il va falloir faire un schéma avec toutes les forces sur l'objet 1, toutes les forces sur l'objet 2, faire un diagramme de force pour chaque situation, construire les équations pour chaque objet. S'il y avait 6 objets, on aurait 6 paires d'équations. Ça vous arrivera probablement pas avec 6 objets. D'accord? Donc voilà pour ça, pour cet exemple-ci.